Je débute la deuxième capsule de la dernière semaine, qui représente en même temps la dernière capsule euh, pour le cours de traitement thermique, à travers laquelle vous allez avoir de la nouvelle théorie. Donc, le cours va se compléter avec cette capsule-ci. Par comparaison des années passées, je termine un peu plus tôt, peut-être une semaine plus tôt qu'à l'habitude. J'imagine que c'est à cause de la façon de donner le cours, étant donné les conditions exceptionnelles. Donc, le fait de donner un cours en ligne fait en sorte que le rythme est un petit peu plus rapide qu'en classe. Mais c'est bel et bien la dernière capsule. Et je vais donc faire la deuxième partie de la section sur les fours à atmosphère. Donc, dans la capsule précédente, j'avais donné des détails sur des caractéristiques des différents gaz qu'on retrouvait dans les fours de traitement thermique. Je vais continuer un petit peu là-dessus pour déboucher rapidement sur une explication de manière générale sur le fonctionnement des fours à atmosphère contrôlée qui permet de protéger les aciers de la décarburation et de la désoxydation lors des traitements thermiques à haute température. Euh, Dans les fours, lorsque vient le temps de fournir de l'énergie par combustion d'hydrocarbures, ça se divise en deux principes, le chauffage direct et le chauffage indirect. Donc, la différence, c'est que en chauffage direct, l'hydrocarbure, le gaz, par exemple du gaz naturel, est injecté dans le four de traitement thermique avec oxygène et la combustion génère beaucoup de chaleur, chaleur qui va bien entendu servir à chauffer les pièces lors du traitement thermique, mais en même temps, on sait que lorsqu'on brûle un hydrocarbure, non seulement de l'énergie est dégagée, donc c'est une réaction exothermique, mais il y a aussi les produits de combustion qui apparaissent et émanent à l'intérieur du four. Donc, en chauffage direct, euh, ce qui va arriver, c'est que les gaz de combustion vont apparaître. Donc, les fumées des brûleurs aérocombustibles constituent l'atmosphère gazeuse en chauffage direct. Donc, lorsqu'on brûle, par exemple, un hydrocarbure, en forte majorité, il va se créer du CO2 qui va se mélanger à l'air déjà présent dans le four, ainsi que de la vapeur d'eau. Bien sûr, il y a l'azote qui est déjà présent dans le four et aussi qui provient, qui ne réagit pas lors de la combustion, donc qui va tout simplement être entraîné avec les autres gaz et être présent aussi dans le four. Il va y avoir des traces de monoxyde de carbone, donc issu d'une partie de l'hydrocarbure qui n'a pas oxydé complètement lors de la combustion, et aussi de l'hydrogène. Il va y avoir probablement de l'oxygène aussi dans le four. C'est pas tout l'oxygène qui va servir à la combustion. Donc, tout dépendant du réglage de la flamme, c'est-à-dire la quantité de gaz qu'on mélange avec la quantité d'air, on va avoir des proportions variées des gaz présents dans le four, en l'occurrence l'azote, le gaz carbonique, le monoxyde de carbone, l'oxygène, la vapeur d'eau ainsi que l'hydrogène. Donc ça, on parle de chauffage direct à ce moment-là. Donc, bien entendu, en chauffage direct, il y a une quantité importante de gaz carbonique et de vapeur d'eau qui sont formés. On a vu dans la capsule précédente que ces deux gaz-là sont oxydants et décarburants. Donc, va gêner la qualité de la surface de l'acier. L'acier va donc voir de la calamine se former à sa surface, dû par la présence d'oxygène, mais aussi des CO2 et du vapeur d'eau qui transforment le fer en oxyde de fer, donc la calamine. Mais étant donné que c'est un procédé, c'est une façon de faire qui est moins coûteuse, d'injecter directement dans des fours conventionnels l'hydrocarbure ainsi que l'air, dans certaines situations,
On va tolérer cette situation-là pour des pièces qui ne sont pas trop volumineuses, par exemple, dans lesquelles l'acier va être maintenu dans le four pour des temps relativement courts, entre 20 et 40 minutes. Donc, le temps court va limiter le niveau d'oxydation et de décarburation, tout dépendant aussi du niveau de qualité recherché chez l'acier traité thermiquement. On peut être porté à suivre ce principe-là, à choisir ce mode de traitement thermique-là et tolérer des gaz qui, en principe, affectent la qualité de l'acier après le traitement thermique. Oxydoréduction, donc les réactions gaz-métal d'oxydation et de réduction font intervenir, donc ça c'est un petit détail que je vais passer parce qu'on le savait déjà. On a vu aussi au dernier cours qu'il y avait des équilibres thermodynamiques qui ont lieu entre les gaz et le carbone et le fer dans l'acier et les gaz qui entourent la pièce en acier. Donc, dans une atmosphère contenant des gaz réducteurs, comme l'hydrogène et le monoxyde de carbone, le caractère oxydant ou réducteur de l'atmosphère est fixé par le rapport. On avait vu ça à la dernière capsule. C'est un petit rappel avant de poursuivre plus loin ici, qu'il y a un équilibre qui se crée entre l'hydrogène et la vapeur d'eau au contact de l'acier. Et même chose entre le monoxyde de carbone et le CO2 au contact de l'acier. Et tout dépendant de la teneur en hydrogène versus celle de la vapeur d'eau ou la teneur en monoxyde de carbone versus celle du CO2, la réaction peut changer de direction, soit formation de vapeur d'eau à partir de l'hydrogène ou l'inverse, vapeur d'eau, formation d'hydrogène à partir de la vapeur d'eau si la vapeur d'eau est en excédent. Donc, même chose du côté du monoxyde de carbone et du CO2. Ça, on avait vu ça à la capsule précédente. Maintenant, ce que je vous montre ici, c'est un complément des derniers diagrammes que je vous ai montrés qui concernaient que le fer. Donc, si je reviens en arrière, là, donc, par exemple, ici, vous avez diagramme d'équilibre, fonction de la température et du ratio molaire entre la vapeur d'eau et l'hydrogène dans le four, et tout dépendant de la quantité de vapeur d'eau par rapport à l'hydrogène dans le four et de la température de l'acier, on avait soit le fer était protégé si la quantité d'hydrogène est suffisante, ou au contraire, si l'hydrogène est insuffisant par rapport à la vapeur d'eau qui est oxydante, on avait oxydation du fer, tout dépendant de la température et de la quantité de vapeur d'eau, soit une oxydation incomplète sous forme de FeO, ou à l'extrême, une oxydation complète par formation de Fe3O4. Donc, ça, ce diagramme d'équilibre-là ne concerne bien entendu que le fer. Sauf que dans les aciers, on sait qu'il y a des éléments d'alliage. Du chrome, du molybdène, du nickel, du manganèse, donc du cobalt, du cuivre, de temps en temps. Ici, vous avez du tungstène aussi, bien entendu, aussi. Et ce que vous avez ici, c'est un petit peu l'équivalent. Vous avez au centre du diagramme une courbe qui est identifiée comme qui dresse la limite d'oxydabilité pour le fer, donc condition pour qu'on ait du fer métallique réduit ou non oxydé, si vous voulez, si vous préférez, ou à l'inverse, des conditions pour lesquelles le fer est oxydé. Et la courbe, pour chacun des métaux, parce que vous avez une courbe pour chaque métal qui peut être présent dans l'acier, mais si je commence par montrer celle du fer, qui est bien entendu pas un élément d'alliage qui constitue la base métallique, sa courbe à lui dresse la frontière fonction de la température. Donc, vous avez la température en degrés Celsius sur l'axe horizontal parce que l'oxydabilité des métaux dépend de la température. Et fonction de la quantité de gaz réducteur hydrogène par rapport au gaz oxydant vapeur d'eau. Donc, on sait que plus il y a d'hydrogène par rapport à la vapeur d'eau dans le four, plus l'atmosphère dans son ensemble a un caractère réducteur, ou si vous préférez, non oxydant. Et effectivement, dans la partie supérieure de la courbe, donc chaque courbe divise le diagramme en deux pour son métal à lui. Donc,
La courbe du fer Fe3O4, bien, quand on est en haut de ça, ça veut dire qu'on a une plus grande teneur en hydrogène. Donc, le ratio hydrogène augmente au fur et à mesure qu'on grimpe. Donc, on est dans des conditions pour lesquelles le fer est à l'état métallique, fait qu'il est protégé de l'oxydation parce que la quantité d'hydrogène est suffisante. Les chiffres que vous voyez sur l'axe vertical, c'est une échelle logarithmique. C'est tout simplement le rapport hydrogène sur vapeur d'eau. Donc, par exemple, si vous, à 400 degrés C, donc si vous dirigez une droite verticale à partir de 400 degrés C jusqu'à la courbe fer Fe3O4 et que vous allez lire horizontalement, vous arrivez à un ratio de 10. Ça veut dire que pour la limite de, pour laquelle le fer est en équilibre là, avec le métal, sa phase métallique et sa phase oxydée Fe3O4, elle est d'un ratio de 10 fois plus d'hydrogène que vapeur d'eau. Si ce ratio-là baisse, eh bien, on tombe du côté inférieur de la courbe, donc le fer s'oxyde pour former du Fe3O4. À l'inverse, si on grimpe en haut du ratio de 10, on s'assure que le fer est protégé, donc il demeure à l'état métallique. Et c'est donc la même chose, c'est le même principe qui s'applique pour les autres métaux représentés par sa courbe à lui, ce qui fixe la limite entre l'état réduit ou l'état oxydé. Et là, ce qui est intéressant de voir, si on compare, mettons qu'on prend du côté supérieur, là, vous identifiez les deux premières courbes, les deux plus hautes, soit celle appartenant au manganèse et soit celle appartenant au chrome. Donc, ces courbes sont très hautes sur le graphique. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que ça prend beaucoup d'hydrogène pour que ces deux métaux-là, manganèse et chrome, soient protégés de l'oxydation. Ça veut dire quoi, ça? Ça veut dire que ce sont deux métaux qui s'oxydent facilement. Du moins, beaucoup plus facilement que le fer. Ce qui fait que pour les empêcher d'oxyder, ça prend beaucoup plus d'hydrogène par rapport à la vapeur d'eau que ça demande d'hydrogène pour le fer, par exemple. Donc, c'est le manganèse qui est le plus oxydable, qui est le plus facilement oxydable, parce qu'il est le plus haut, ça demande plus d'hydrogène. Et après ça, c'est le chrome. À l'inverse, vous remarquez une courbe qui est la plus basse, celle en rapport avec qui correspond au cuivre, qu'on retrouve. Le cuivre, on le retrouve dans beaucoup d'aciers. On n'en parle pas souvent, mais on le retrouve dans des structures de ponts, entre autres, et des structures qui sont exposées aux intempéries, comme les poutres d'échangeurs d'autoroute ou de ponts d'étagement ou les ponts. Les aciers peuvent contenir jusqu'à 1,5% de cuivre. Ça les protège beaucoup de la corrosion en présence d'eau, donc des conditions atmosphériques. Et donc, on voit que le cuivre est très difficilement oxydable. Regardez là à quel point, là, à 800 degrés C, si vous tracez une droite verticale à partir de 800, puis que vous allez au croisement à l'intersection avec la courbe du cuivre, et que vous le lisez horizontalement, ben, on est un petit peu, ça demande un niveau dans 10 à la moins 5 ratio hydrogène-vapeur d'eau. Donc, ça veut dire qu'il pourrait avoir 100 000 fois plus de vapeur d'eau que d'hydrogène dans l'atmosphère, et le cuivre demeure à l'état métallique. Donc, c'est ce qu'il faut interpréter ici. Et après, ben, un petit peu plus loin, un petit peu plus haut, il y a le nickel qui est réputé comme ayant une certaine résistance à l'oxydation. On le voit bien ici, là, que ça prend aussi une forte majorité de vapeur d'eau pour commencer à le faire oxyder. Et toutes ces courbes-là, bien entendu, vont être fonction de la température. Donc, autrement dit, plus la température est élevée, pour les métaux qui sont situés dans la partie supérieure, comme le manganèse, le chrome, le zinc, le molybdène, le fer, le tungstène, ces métaux-là, plus la température est élevée, et plus ils sont résistants à l'oxydation, parce que la courbe baisse vers des teneurs en hydrogène requis plus basses pour les protéger. À l'inverse, le cobalt, le nickel ainsi que le cuivre, leur oxydabilité augmente avec la température, parce que les courbes montent avec la température qui grimpe.
Voilà. Ici, ce que je vous montre, c'est pas le même diagramme, là, mine de rien. Là. Si je fais un, vous voyez que si vous observez bien la définition de l'axe vertical, on n'est plus en hydrogène H2O, on est plutôt en équilibre monoxyde de carbone, gaz carbonique, CO2 si vous préférez. Et on sait qu'un monoxyde de carbone est un gaz réducteur. À l'inverse, le CO2, il est oxydant. Donc, c'est le même principe qui s'applique que précédemment. C'est que plus vous avez de gaz réducteur par rapport à son équivalent avec lequel il est en équilibre oxydant, bien, plus le métal est protégé. Puis on voit que la liste demeure, l'ordre d'oxydabilité demeure la même. Vous avez dans l'ordre les mêmes métaux. C'est exactement, là, on voit que le manganèse est encore le métal le plus facilement oxydable. C'est lui qui est le plus haut dans le diagramme. C'est lui qui requiert une plus grande quantité de monoxyde de carbone pour le protéger. Et à l'inverse, le cuivre est le plus résistant à l'oxydation. Voilà. Le potentiel carbone. J'ai déjà un peu défini ce concept-là dans le chapitre sur la sémentation. Donc ici, ça vaut la peine de revenir là-dessus parce que c'est un concept important en traitement thermique. Le potentiel carbone, ça définit la quantité de gaz carburant dans le four de traitement thermique. Donc, on sait que les gaz carburants, lorsqu'ils sont en contact avec le fer, permettent l'entrée du carbone dans le métal. Et là, le carbone va diffuser vers des zones moins riches en carbone, en respectant les principes de transfert de matière qui veut que les éléments dissous diffusent vers des endroits plus pauvres pour finir par être homogène partout dans la pièce. Donc, si vous mettez un acier avec une faible teneur en carbone dans une atmosphère qui est riche en gaz carburant, avec le temps, il va finir par y avoir un équilibre thermodynamique entre la quantité de gaz carburant dans le four et la concentration en carbone dans l'acier. Donc, il va y avoir un équilibre. Arrivé à un moment donné, il n'y aura plus de carbone qui va rentrer dans l'acier parce qu'il va y avoir autant de carbone dans l'atmosphère que dans l'acier. Donc, autrement dit, la sémentation, par exemple, ça fonctionne à condition qu'il y ait beaucoup plus de carbone dans l'atmosphère que dans l'acier. Là, il va y avoir un déplacement. C'est un petit peu comme de la fumée de cigarette. Là, s'il y a des fumeurs dans un local, là, au départ, qui commencent à fumer dans un coin, bien, au bout d'une heure, la fumée de cigarette va commencer elle va être partout dans le local en quantité égale, autant au plafond qu'au plancher que sur tous les coins du local. C'est un peu la même chose ici. Là. Si vous laissez très longtemps le carbone exposé à une atmosphère carburante, il va finir par y avoir un équilibre et le processus va finir par s'arrêter. Donc le potentiel carbone, c'est la teneur en carbone que l'acier finit par atteindre lorsque l'équilibre entre l'atmosphère et le carbone dans l'acier est atteint. Et ça dépend de la quantité de carbone que dans l'atmosphère. Donc, un potentiel carbone, c'est une façon d'exprimer la quantité de carbone dans l'atmosphère qui permettrait autrement dit, qui correspond à la concentration en carbone que l'acier peut atteindre au maximum tant aussi longtemps qu'il est exposé à cette atmosphère-là. Pour les atmosphères à l'équilibre thermodynamique, le potentiel carbone peut être calculé à partir de la mesure de la pression partielle de deux gaz, monoxyde de carbone et CO2, ou CO2 et oxygène à une température donnée. Donc, il est possible, avec une simple mesure de monoxyde de carbone et de CO2, donc le ratio, d'évaluer le potentiel carbone. Donc, de connaître le potentiel carbone du four. Tout simplement. Donc, autrement dit, évaluer un potentiel carbone, exprimer un potentiel carbone, c'est un pourcentage en carbone dans l'acier. Mais, ça exprime la quantité de gaz carburant dans l'atmosphère.
Ce que je vous montre ici, c'est une courbe qui permet justement, qui fait la corrélation entre le potentiel carbone d'une atmosphère, le ratio monoxyde de carbone, gaz carbonique dans cette même atmosphère en axe vertical. Donc, le P, ça veut dire pression partielle. Donc, autrement dit, ça correspond à la fraction du gaz dans l'atmosphère au total. Donc, elle est exprimée ici en atmosphère. 10, 20, 30, 40 atmosphères. Et non, pas, non, une erreur que je viens de dire. C'est pas les chiffres 10, 20, 30, 40, c'est pas des atmosphères, ce sont des rapports atmosphériques. Donc, c'est un ratio. Autrement dit, à 30, c'est que la concentration en monoxyde, la pression partielle de monoxyde de carbone au carré, divisé par la pression partielle de gaz carbonique, est égale à 30. Donc, il y a plus de monoxyde de carbone que de CO2, autrement dit. Et là, les courbes, qu'est-ce qu'elles indiquent? Bien, chaque courbe représente une température de l'atmosphère et elle établit l'équilibre en fonction de la température. Donc, elle fait la correspondance entre le ratio monoxyde de carbone, gaz carbonique, et le potentiel de carbone. Donc, par exemple, pour qu'un four ait un potentiel carbone de 0,8, c'est-à-dire que si je laisse la pièce très longtemps dans le four, admettons un acier qui au départ a 0,2% de carbone, et si je la laisse à 800 degrés C pendant très longtemps, l'acier au maximum va partout là, avoir 0,8% de carbone et ça va se stabiliser à 0,8. Même si l'acier demeure 100 ans dans le four, il n'y aura pas plus de carbone que 0,8. Donc c'est ça le potentiel carbone. Et là, on voit que si vous suivez la courbe 800, donc si on a, autrement dit, ça revient à dire quoi? Ça veut dire que, admettons que vous diminuez la quantité de monoxyde de carbone dans le four, donc le ratio baisse, donc vous déplacez sur la courbe, sur la 800, sur la courbe 800, vous déplacez vers la gauche en faisant baisser le ratio. Donc, ça fait baisser aussi le potentiel carbone. Donc, normal, parce que c'est le monoxyde de carbone qui est carburant. Donc, si on abaisse sa teneur dans le four, si on abaisse le ratio CO2, ça fait baisser le potentiel carbone. Maintenant, si une autre façon de baisser le potentiel carbone, on peut maintenir le ratio CO-CO2 constant, sauf qu'on va augmenter la température. Là, je vous invite à suivre la droite rouge à partir de l'intersection. Mettons, au départ, on est à une certaine concentration. Là, sur la ligne, on est, mettons, à 6 ou 7 ratios CO-CO2. Et que vous vous placez à 0,8, à 800 degrés C, on est au point là que je montre présentement avec mon curseur. Mais si on augmente la température du four, en maintenant constant la quantité de monoxyde de carbone et de gaz carbonique, donc on se déplace horizontalement vers la gauche, pour changer la température, on se place à 820. Mais vous remarquez que ça fait baisser le potentiel carbone. L'intersection vient de se déplacer, donc le potentiel carbone vient de diminuer. Donc le potentiel carbone du four a tendance à, pour un même pourcentage de gaz carburant, va diminuer avec la température qui augmente. Par contre, la diffusion du carbone, elle augmente. Mais le potentiel, car ce sont deux choses différentes. La diffusion du carbone, donc le carbone qui est à la surface va se déplacer plus rapidement vers le centre, mais la quantité de carbone au total que l'acier va pouvoir dissoudre au maximum pour un temps indéfini va baisser. Et vous remarquez qu'il y a une courbe complètement, là, les courbes de température, ils se terminent là, lorsqu'on augmente le potentiel carbone. Là, ben, toutes les courbes sont dans le domaine austénitique. C'est identifié. Il y a un domaine à gauche qui est identifié comme étant le fer austénitique. Donc, quand le potentiel carbone est en deçà d'une certaine valeur,
ben, il n'y a pas assez de carbone pour faire du carbure de fer. Donc, on est dans la phase austénitique. Mais si le potentiel carbone monte et franchit la frontière, qui est la courbe que vous voyez complètement à droite, là, sur laquelle se terminent toutes les autres courbes, ben, et là, on tombe dans la zone assurée. Mettons que vous augmentez c'est-à-dire vous diminuez la température ou que vous augmentez la quantité de monoxyde de carbone, mais là, le carbone grimpe, le potentiel carbone grimpe, et là, éventuellement, il va y avoir assez de carbone à la surface de l'acier pour former la cémentite, ou si vous voulez, du carbure de fer Fe3C, fait qu'on tombe dans le domaine qui est à droite du diagramme. Donc, j'espère que c'est suffisamment clair comme explication de ce diagramme-là. Vous avez ici une autre courbe, un autre graphique qui montre cette fois-ci l'évolution du profil de la teneur en carbone en fonction du temps et en fonction du potentiel carbone. Ben, c'est pas en fonction du potentiel carbone, c'est tout simplement la concentration en carbone en donc en fonction de la profondeur pour des temps d'exposition qui augmentent. Donc, il y a plusieurs courbes que vous voyez ici. Si on observe celle qui est la plus basse, elle correspond à un temps plus court. C'est-à-dire que, autrement dit, vous mettez la pièce dans un four dont le potentiel carbone ici, visiblement, on est autour de 0,9. Le pointillé, le potentiel carbone, est à peu près à 0,9%. Donc, c'est une atmosphère qui fait en sorte que si la pièce est maintenue très très longtemps, l'acier va finir par atteindre un maximum de 0,9% de carbone. Mais si au départ, l'acier a une teneur en carbone basse, ce qu'on peut voir ici, c'est qu'au départ, la pièce en question, là, qui fait l'objet de la fabrication de ce graphique-là, avait manifestement une concentration en carbone autour de 0,16. Pourquoi? Parce que toutes les courbes font une asymptote à 0,16 à peu près teneur en carbone. Donc ça veut dire que si vous allez très très loin, une profondeur très grande, mettons à 1 mm, là, la droite est à 0,16 carbone. Donc manifestement, c'est un acier qui, au départ, avant d'être mis dans le four, avait 0,16 carbone partout. Et puis là, on le met dans le four. Le four est carburant. Et là, au bout d'un moment, on voit que du carbone qui a rentré, la teneur en carbone, c'est dans les faibles profondeurs, à partir de la surface, a augmenté. Mais donc elle est plus riche en surface, parce que c'est elle qui est exposée à l'atmosphère carburante. Et là, il y a du carbone qui a diffusé vers l'intérieur, qui a enrichi la teneur en carbone vers l'intérieur, et ça donne le profil de la courbe la plus basse que vous voyez. Et au fur et à mesure que le temps avance, c'est-à-dire que si on suit la ligne pointillée, là, oblique, là, qu'on considère la deuxième courbe, on voit qu'avec un temps plus long, le processus a évolué, la teneur en carbone, elle a grimpé partout, en surface, et donc la diffusion opère. Et ce processus-là va évoluer, va continuer, et on voit que la teneur en carbone, au fil du temps, elle augmente sans cesse. Donc, on obtient des profils différents fonction du temps d'exposition. C'est une des choses que je voulais montrer aussi en laboratoire. On a deux temps différents en laboratoire. On a 970 degrés C et 910, justement pour faire évoluer davantage. Pas des temps, c'est-à-dire j'ai dit des températures, là, c'est 970 et 910, mais les temps, c'est 3/4 d'heure et 2 heures. Donc, pour obtenir des profils différents afin de comparer. Donc, afin de constater l'effet du temps sur la forme et l'étendue du profil. Donc, ici, dans le titre, c'est indiqué que cette expérience-là, ces courbes-là ont été obtenues dans une atmosphère contenant 20% de monoxyde de carbone, 40% d'hydrogène, 40% d'azote. C'est une atmosphère classique de four à atmosphère contrôlée.
Dynamique des fours, donc ici, si on quitte un petit peu le monde de l'atmosphère un petit peu, là, momentanément, ben le monde, pas le monde de l'atmosphère, mais le côté thermodynamique des choses, euh, lorsqu'on opère des fours à atmosphère, il faut que la température dans le four soit la plus homogène possible, de manière à ce que toutes les parties de l'acier puissent chauffer, subir le même traitement, atteindre la même température et être soumis aux mêmes conditions. Donc, et ça le plus rapidement possible. Ce qui fait qu'on va multiplier les points d'entrée du gaz fabriqué, le gaz de protection. On va s'assurer de l'étanchéité du four, parce qu'il y a des gaz toxiques dans les fours. L'hydrogène et le monoxyde de carbone sont tous les deux toxiques, et en plus, ils sont combustibles, donc explosifs. Donc, il faut que le four soit étanche pour assurer la sécurité. Le sens de circulation des gaz, afin d'avoir le mélange homogène le plus possible. Il faut que la surface de l'acier soit exposée tant pour le chauffage que pour la protection euh, à la bonne composition chimique du gaz et à la bonne température. Le brassage du gaz, il va y avoir souvent des ventilateurs qui vont être en mouvement pour assurer une grande circulation du gaz. Il faut penser que le gaz, quand il est en contact, il donne sa chaleur à l'acier. Donc, il faut que, pour toujours maintenir le même taux de chauffage, la même température, il faut que la surface soit exposée toujours à un gaz à la même température. Donc, le gaz froid doit être remplacé rapidement par du gaz plus chaud. Donc, d'où l'importance de brasser le gaz. On doit aussi assurer un certain renouvellement des gaz parce qu'il va y avoir une certaine formation de vapeur d'eau et de CO2 par équilibre thermodynamique. Donc, il faut renouveler. Si on veut assurer les mêmes conditions de protection tout le long du traitement thermique, il faut renouveler le gaz. Le débit de gaz de renouvellement doit être suffisant. Donc, le brassage par turbine ou ventilateur, comme j'ai dit tout à l'heure, à des vitesses de plusieurs mètres par seconde, améliore l'homogénéité des transferts thermiques et de masse et aussi de protection. Le nombre de renouvellements de l'atmosphère par heure peut varier de 1 pour les enceintes étanches, telles que le four puis et pot, à plusieurs dizaines pour les fours continus ouverts. C'est quoi ça, le nombre de renouvellements? Ben, c'est, mettons, quand on dit un renouvellement par heure, c'est-à-dire qu'au départ, on avait les molécules de gaz qu'on avait dans le four, ben, au départ, lors du début du traitement thermique, ben, une heure plus tard, ils ne sont plus là. Ils ont été remplacés à 100% par d'autres molécules. Donc, c'est ça, le renouvellement. Et tout dépendant du niveau de protection, de la taille des pièces, ça dépend de plusieurs facteurs. Il va falloir assurer soit un seul renouvellement par heure ou plusieurs. Donc, ce nombre de renouvellements est fonction des spécifications métallurgiques d'oxydation, de décarburation et est généralement plus élevé pour assurer les transferts de masse, carbone ou azote, en atmosphère thermochimique qu'en atmosphère de protection. Donc, ça veut dire quoi, ça? Ça veut dire que tout dépendant de quel alliage, il y a des métaux, par exemple, qu'on a vu tantôt, qui s'oxydaient très facilement. Donc, si on veut protéger absolument ces métaux de l'oxydation-là, autrement dit, on va tolérer moins de vapeur d'eau, moins de dioxyde de carbone, et elle se forme pendant la protection de la pièce. Donc, il va falloir, pour tenir des concentrations de gaz décarburant et oxydants, si on veut les tenir à des teneurs plus faibles pour protéger certains éléments d'alliage, il va falloir assurer un taux de renouvellement du gaz plus important. C'est ça que ça veut dire. Le type de four est adapté à la nature du traitement, four à charge ou four continu, à chargement horizontal ou vertical par sol élévatrice. Donc ça, c'est des dynamiques, là, des facteurs de chargement de four. C'est pas vraiment si important. Donc l'emploi d'une ventilation lors de l'introduction des gaz est souhaitable pour éviter l'impact sur la charge de l'atmosphère froide et non encore équilibrée, en particulier pour les atmosphères thermochimiques. Donc, lorsqu'on injecte du gaz de protection dans le four pendant les renouvellements, ben, il ne faut pas que le four, la pièce en soit trop affectée au niveau de température. Donc, il faut pas qu'autrement dit, que le gaz soit injecté à grande vitesse et à grande force sur une partie de la pièce. Parce que cette pièce-là va donc être à une température moins grande et on risque même de manquer le traitement thermique
à cause d'un manque d'homogénéité du four, à cause d'une entrée trop brusque ou trop locale de la nouvelle atmosphère. Euh, Classification des atmosphères de générateurs. Donc, ce dont je vais tantôt plus tôt dans la présentation, au tout début, j'avais expliqué que on pouvait faire entrer des gaz combustibles et faire la réaction exothermique à l'intérieur même du four et tolérer la formation de CO2, de vapeur d'eau. Dans certains cas, on peut être capable de tolérer. C'est la façon la plus économique de faire. Mais lorsque on doit faire des traitements thermiques sur des pièces où on ne tolère aucun changement chimique, ni oxydation, ni carburation, ni décarburation, donc on veut atteindre un niveau de qualité de la pièce optimal, ben là, il va falloir être plus consciencieux et on n'aura pas le choix de fabriquer une atmosphère adaptée à l'alliage et aux besoins de niveau de qualité qu'on veut atteindre. Donc, de là, tout dépendant de ce qu'on veut fabriquer comme atmosphère, tout dépendant du niveau de protection qu'on veut atteindre, ben, plus on veut une atmosphère sophistiquée qui va assurer une protection plus élevée de la pièce, plus ça va coûter cher, plus ça va prendre d'équipement. Donc, c'est toujours un compromis qualité à atteindre et coût d'opération. De là, il y a plusieurs classes d'atmosphères qui sont générées, tout dépendant du niveau de qualité atteint, du niveau de protection. Donc, on va diviser les types d'atmosphères en classes par un numéro à 3 chiffres. Donc, à commencer par la classe 100. Quand on parle d'atmosphère de classe 100, on parle d'une atmosphère exothermique formée par combustion totale d'un mélange air-combustible. Donc, autrement dit, c'est une atmosphère qui va être fabriquée, qui va dégager de la chaleur. Donc, par exemple, on va prendre du gaz naturel, on va le mélanger à de l'air, on va le faire brûler de façon à chauffer l'atmosphère, parce qu'on sert de l'atmosphère pour chauffer le four. Donc, c'est exothermique. Hein? Vous savez, quand on fait brûler un combustible le plus complètement possible, il se dégage beaucoup de chaleur. C'est cette chaleur-là qui va servir pour le traitement thermique. Mais en même temps, on crée des produits. Donc, si on brûle complètement un combustible, ben, on produit que du CO2 et de la vapeur d'eau qui sont des gaz qu'on connaît comme étant des carburants et oxydants. Donc, formés par combustion totale de mélange air-combustible. Donc, c'est une atmosphère qu'on va fabriquer et injecter dans le four et on va tolérer finalement parce que le niveau de qualité atteint de l'acier n'est pas si important. Il va se former de la calamine, ça ne nous dérange pas. Les pièces sont relativement minces, donc le temps de maintien dans le four est court. Donc, pour toutes ces raisons-là, et surtout pour économiser les coûts d'opération, on va se lancer vers l'utilisation d'atmosphères pas vraiment contrôlées, là, de la classe 100. Si on a besoin d'une atmosphère de meilleure qualité, on peut y aller avec des atmosphères exothermiques, donc fabriquées selon le même principe qu'en classe 100, mais qui vont subir un traitement. Donc pour enlever des produits de combustion complète du combustible, soit on va enlever un petit peu de gaz carbonique, puis on va enlever de la vapeur d'eau, de manière à créer une atmosphère moins décarburante et moins oxydante. Donc lorsqu'on juxtapose un épurateur au brûleur, bien on a une atmosphère qui correspond à la classe 200. Donc on a une atmosphère de protection plus élevée que la classe 100. Et si on veut en rajouter, et si on veut une atmosphère encore plus protectrice, bien là on peut y aller avec des technologies plus poussées. Et là on tombe dans les atmosphères endothermiques. Donc endo, c'est le contraire d'exo. Donc une réaction exothermique, c'est une réaction qui dégage la chaleur. Dans la classe 300, on parle d'atmosphère endothermique. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que
lorsque vous faites une réaction chimique, comme lorsque vous faites la combustion d'un euh, d'un hydrocarbure, comme le méthane par exemple, bien, ça prend une source d'ignition. Donc, ça ne brûlera pas instantanément, pas avec les teneurs en oxygène que dans l'atmosphère. Donc, une étincelle, une flamme, ça prend... Et aussitôt que la réaction commence, elle dégage de la chaleur, et cette chaleur-là va pouvoir donner de l'énergie à entretenir la combustion de méthane frais. Donc, pour commencer la réaction, autrement dit, ça prend de la chaleur. Une réaction exothermique, c'est une réaction qui s'auto-entretient. Donc, les premières molécules qui réagissent dégagent l'énergie, et une partie de cette chaleur-là va servir à aider, à permettre la réaction de d'autres molécules à côté. Et là, elle s'entretient tout seule comme ça, comme un feu. Tandis qu'une réaction endothermique, elle ne s'entretient pas toute seule. La réaction ne dégage pas assez d'énergie par elle-même pour se poursuivre. Donc, il faut fournir de l'énergie externe. C'est là-dessus que reposent les atmosphères de classe 300. Donc, ce sont des atmosphères qui, pour être fabriquées, on doit utiliser de l'énergie externe parce que l'hydrocarbure qu'on va de source n'est pas brûlé totalement. Donc, formé par combustion ménagée. Ménagée, ça veut dire que on va contrôler la réaction de façon à ce que ça dégage. Le résultat va être que ça ne dégage pas assez de chaleur. Okay? La réaction n'est pas complétée. Et la raison, l'intérêt de tout ça, c'est que on veut fabriquer une atmosphère à partir d'hydrocarbures. Donc, on connaît les produits. Si la réaction est complète, comme dans la classe 100 ou 200, ça dégage beaucoup d'énergie, beaucoup de chaleur, mais beaucoup de CO2 et beaucoup de vapeur d'eau. Mais nous, justement, lorsqu'on veut avoir une atmosphère protectrice, on ne veut pas avoir de CO2, puis on ne veut pas avoir de vapeur d'eau. Donc, on doit réaliser une combustion incomplète. C'est-à-dire que l'hydrocarbure va plutôt former des gaz pas complètement oxydés. En l'occurrence, à la place du dioxyde de carbone, on va avoir du monoxyde de carbone, puis à la place de la vapeur d'eau, on va avoir formation d'hydrogène. Donc, pour former ces deux gaz-là, il faut contrôler la combustion. Il ne faut pas qu'elle soit trop sévère. Donc, en même temps, ça va entraîner une production de chaleur plus faible que les deux premières classes. Donc, le gaz, sa température va être insuffisante pour... elle ne va pas auto-s'entretenir, autrement dit. Voilà. Donc, on va utiliser un équipement spécial qui lui-même va être chauffé par électricité ou par gaz. Et là, le mélange air, combustible pour fabriquer le gaz de protection, et pour l'aider à faire la réaction, il va être chauffé par des éléments chauffants ou par une fournaise avec l'aide de catalyseurs. Donc, ça s'appelle, soit dit en passant, là, les classes là, ont des appellations DX pour la classe 100, NX pour la classe 200, et là, la classe 300, qui pour fabriquer des atmosphères endothermiques, on l'appelle on les appelle les faux commerciaux de classe RX. Et ensuite, vous avez d'autres classes qui sont un petit peu moins importantes ici. Les classes 400 atmosphères à base de charbon de bois, où là, on va mettre du charbon de bois dans le four puis ça va brûler. C'est un petit peu l'équivalent de la classe 100, mais au lieu d'utiliser des hydrocarbures, c'est du charbon de bois. La classe 500 qui est un mix entre les atmosphères exothermiques et endothermiques. Et la classe 100 qui utilise de l'ammoniac craqué, appellation AX, et surtout pour faire des niturations. Ici, vous avez un tableau qui fait un petit, qui va un peu plus en détail sur les différentes classes de four. Ça donne aussi des informations sur les gaz formés et leurs proportions. Et ça va nous permettre de comprendre aussi le caractère protecteur, carburant, ou décarburant, oxydant ou réducteur de l'atmosphère. Donc, pour la classe 100, on peut générer des atmosphères pauvres, exothermiques pauvres. Donc, pauvres en gaz de protection, c'est ça que ça veut dire. Donc, il va générer
2% de monoxyde de carbone, donc c'est très peu, mais beaucoup de dioxyde de carbone, un petit peu d'hydrogène, pas beaucoup. Il va y avoir beaucoup de vapeur d'eau, par contre, c'est pas indiqué ici, là, mais un point de rosée de plus 18, ça indique une forte présence de vapeur d'eau. Donc ça, c'est pas très protecteur. On peut jouer sur la flamme, le ratio air-flamme, pour générer, donc on va utiliser moins d'oxygène, ce qui va faire en sorte d'avoir moins d'oxygène pour compléter la combustion du monoxyde de carbone. Donc, on va se retrouver avec plus de monoxyde de carbone, 10%, moins de CO2, donc 5%, et plus d'hydrogène. Donc, une atmosphère légèrement plus protecteur. Et vous avez la classe 200 qui est épurée. Donc exothermique pauvre épuré, pas beaucoup d'effet sur le monoxyde de carbone, là, sur l'autre. Un exothermique riche épuré, donc on a... Par contre, l'exothermique épuré, là, la raison de l'épuration, ce qu'on va faire, c'est qu'on va surtout enlever le gaz carbonique. Vous voyez, là, il n'y a pas de gaz carbonique lorsqu'on utilise la classe 200. Et ça ne joue pas vraiment sur le monoxyde de carbone. Ça permet aussi d'enlever l'eau. La température de rosée est à moins 40, donc c'est une indication qu'il n'y a plus d'eau non plus. On peut utiliser une exothermique riche épurée, ça veut dire 102 avec une épuration. On va se retrouver avec, grosso modo, les mêmes teneurs en monoxyde de carbone et d'hydrogène que l'exothermique riche à 102, mais débarrassé de sa vapeur d'eau et du dioxyde de carbone. Et vous avez la classe 300, où là, vous voyez, par la fabrication du gaz de manière endothermique avec un équipement adapté que je vais vous présenter un peu plus en détail tout à l'heure, on a beaucoup de monoxyde de carbone, par exemple 20, beaucoup d'hydrogène, 40. Donc, on a deux gaz de protection, là, ni des carburants, ni oxydants, là, qui sont très importants. Donc, vous voyez que c'est un gaz qui est très efficace. C'est une méthode qui est très efficace pour la protection. Avec pas d'eau. Donc, c'est un combustible toxique. Ben, oui, bien entendu, le monoxyde de carbone est toxique. Très réductrice par la présence d'hydrogène et de monoxyde de carbone aussi. Et là, vous avez les deux autres technologies. Là, je ne focus pas vraiment sur les 500 et 600 parce qu'elles sont beaucoup moins utilisées. Donc, générateur endothermique. Donc, dans les fours à atmosphère endothermique, il faut fabriquer le gaz. Donc, avec ce qu'on appelle un générateur endothermique. Donc, c'est un réacteur, tout simplement, chimique, chauffé. Donc, il faut que ce soit chauffé parce que la réaction est endothermique. Donc, ce qu'on fait, c'est qu'on fait tout simplement brûler du méthane ou du gaz naturel. Donc, vous savez que pour brûler, ça prend un comburant et un combustible pour qu'il y ait une combustion. Donc, on mélange de l'air avec l'un ou l'autre de ces combustibles-là. Sauf que là, ce qui est important, c'est que si on veut avoir que de l'hydrogène et que du monoxyde de carbone, donc bien sûr, l'azote va être présent. L'azote, lui, il fait partie de l'air, mais il ne participe pas à la réaction. Bien là, ça va être important de contrôler le ratio de gaz naturel avec l'entrée d'air. C'est ce qui va nous permettre de former des gaz réducteurs. En l'occurrence, des gaz pas complètement oxydés. Donc, pour ce faire, la quantité d'air à introduire dans le générateur, donc c'est comme faire de la cuisine, c'est une recette, là, ça prend une certaine quantité de gaz naturel, une certaine quantité d'oxygène. Là, il va falloir baisser la teneur en oxygène, mais pas la teneur, je veux dire la quantité d'air par rapport à la quantité de gaz naturel que je mélange ensemble avant d'introduire dans le générateur. Donc, pour fabriquer les gaz de protection, par exemple, si on considère qu'une usine utilise du méthane pur, ben, vous avez ici la réaction stoichiométrique, donc pour former que du monoxyde de carbone et d'hydrogène. Fait qu'on va pas donner trop d'oxygène au méthane. Ça prendrait plus d'oxygène pour former du CO2, il y a un atome de plus. Ça prendrait un atome d'oxygène supplémentaire pour transformer l'hydrogène en eau. On veut pas donner ces deux atomes d'oxygène-là. Fait qu'on va réduire la quantité d'atomes d'oxygène, de sorte que la réaction stoichiométrique va correspondre à ce que vous voyez ici à l'écran. Donc, une molécule de méthane avec
la moitié d'une molécule d'oxygène. Là, vous me dites, ben, la moitié d'une molécule, ça se peut pas. Bon, ben, ce qu'on pourrait faire, ce serait de marquer 2CH4 plus 1O2, si vous préférez. Ça va donner deux molécules de monoxyde de carbone et 4 molécules d'hydrogène. Donc, ça, c'est la recette stoichiométrique pour former un gaz de protection en l'absence de CO2 et de vapeur d'eau. Donc, de là, ça m'amène à vous définir, à expliquer ce qu'on appelle le facteur d'air. Le facteur d'air, ça correspond au volume d'air, considérant qu'il y a 20%, 21% d'oxygène dans l'air. C'est le ratio entre le volume d'air que j'injecte dans mon générateur pour obtenir une certaine teneur, une certaine quantité d'hydrogène et monoxyde de carbone par rapport au volume d'air que ça prendrait pour complètement brûler le méthane, par exemple. Donc, pour avoir que du CO2 et de la vapeur d'eau. Donc, une atmosphère pas du tout protégée. Donc, volume d'air nécessaire à la combustion complète stoichiométrique du même volume de gaz. Donc, si on ne veut pas brûler si on ne veut pas fournir des conditions oxydantes de façon à pas fabriquer de CO2 et de vapeur d'eau, il faut donc abaisser la quantité d'air mélangée à une quantité donnée de méthane pour avoir la réaction désirée qui est ici. Donc, quelle est cette fraction par rapport à ce que ça prendrait pour, au contraire, faire la combustion complète? Donc, c'est la façon dont on exprime la quantité d'air à mélanger avec un volume donné de gaz naturel pour obtenir une certaine teneur de monoxyde de carbone et d'hydrogène dans l'atmosphère. Donc, ce facteur d'air, dont le symbole, j'ai pas mis le symbole ici, mais c'est un N. Ouais, facteur d'air N. Ce facteur d'air est donc une caractéristique du générateur liée à la composition du combustible. Le point de consigne d'un générateur endothermique se situe à un facteur d'air appelé facteur d'air de reformage, tel que la combustion de l'hydrocarbure ne donne que de l'hydrogène et du monoxyde de carbone. Là, on oublie l'azote. L'azote fait partie de l'air, mais il ne réagit pas. Donc, pas de CO2, pas de vapeur d'eau. Quel est le facteur d'air pour atteindre ça? Ça, on appelle ça le facteur d'air de reformage. Le réglage du facteur d'air de reformage au reformeur doit être très précis. Si le facteur d'air est trop faible, donc je diminue la quantité d'oxygène que je mélange au gaz naturel, ce que ça va faire, c'est que le gaz naturel va rentrer dans le four, okay, puis il risque d'avoir un dépôt de carbone par réaction sur l'équipement, dans le générateur. Donc on risque de briser le générateur par la formation de carbone en poussière. Parce que la combustion est insuffisante. J'ai pas mis assez de comburant. Donc on se retrouve avec du combustible qui s'accumule dans le générateur qui risque de l'abîmer. Si le facteur d'air est à l'inverse trop élevé, trop d'oxygène que j'injecte avec le gaz, mais là on va former du CO2 et de la vapeur d'eau. Donc, mon atmosphère, à l'entrée quand je vais vouloir entrer cette atmosphère-là dans le four, elle va être moins protectrice. Donc, il y a un facteur d'air à viser, ni trop faible ni trop élevé, pour avoir le meilleur résultat possible. C'est-à-dire ne pas briser le reformeur et assurer une protection suffisante de l'acier au traitement thermique. Donc, en théorie, le facteur d'air qui permet le meilleur compromis, c'est-à-dire sans formation aucune de monoxyde de carbone, sans formation aucune de vapeur d'eau et sans génération de résidus de carbone dans le reformeur, c'est un facteur d'air de 0,26 environ. Je vous montre ici un graphique qui permet de voir l'évolution de la teneur des gaz formés au reformeur fonction du facteur d'air qui est exprimé sur l'axe horizontal. Puis ici, l'axe vertical, les chiffres que vous voyez sur les axes verticaux, ce sont les concentrations en gaz sortant du reformeur. Mais vous voyez si vous mettez à 0,26, exactement, là où c'est marqué NF avec une flèche, vous voyez que la quantité de carbone est nulle
dans le reformeur, on est à 0. Il y a une courbe correspondant au carbone, identifiée par C, qui commence à 500 à 0, puis après ça qui descend jusqu'à 0,26 pour être nul. Ça veut dire pas de carbone qui s'accumule dans le reformeur. Et en même temps, vous avez une autre courbe qui correspond au CO, en forme de triangle, là, la forme, mais elle atteint son maximum à 0,26. Même chose pour, ben, pas pour, même chose, non, vous avez l'hydrogène ici, qui lui baille, qui est très élevé au début, avec un facteur d'air qui est nul. Et puis, elle s'abaisse au fur et à mesure qu'on augmente la teneur en oxygène. Donc, on augmente le facteur d'air mélangé au gaz naturel, ben, la quantité d'hydrogène descend. Et au fur et à mesure que, quand l'hydrogène descend, ben, elle forme à partir de 0,26, il n'y a pas d'eau. Puis si le facteur d'air grimpe, il y a une autre courbe qui, elle, montre l'évolution de la pourcentage en eau formée au reformeur, qui grimpe à partir de 0,26. Bien entendu, de l'eau, on n'en veut pas. Donc, il ne faut pas que le facteur d'air soit trop élevé. Le CO2 réagit de la même façon. À partir de à 0,26, il est nul. Le CO2 grimpe si on augmente la quantité d'oxygène ou d'air mélangé avec le gaz naturel ou le méthane. Vous voyez que l'oxygène suit une courbe aussi qui s'apparente à celle de l'hydrogène. Donc, vous avez l'oxygène qui tombe à un maximum. Puis, à 800. Non, ça, c'est pas l'oxygène à part à 1, c'est-à-dire. Donc, l'oxygène commence à être en surabondance. Elle part à 1 puis elle grimpe à partir de 1, un facteur d'air de 1 à 1,2. Donc, c'est l'oxygène en excès qui n'a pas brûlé. Si vous mettez plus d'oxygène que de méthane, le rapport stoichiométrique, mais forcément, il y a de l'oxygène qui va être en excès, en surplus. Il n'y aura plus du tout de méthane, puis il va rester encore de l'oxygène. Donc, la courbe part à 1. Voilà. Dernier petit tableau ici à montrer avant la fin. Vous avez ici la composition de l'atmosphère endothermique en fonction de la température de reformage. Donc la température à laquelle on fait le reformage est importante. Si c'est trop bas, regardez ce qui se passe. On forme beaucoup de CO2. Donc 2,03. 3,39. Donc ça, c'est trop élevé. Donc non seulement le facteur d'air qui influence la quantité de gaz carbonique et de vapeur d'eau pouvant être formée au reformeur, il y a aussi la température d'opération. Et lorsque vous avez des températures plus élevées, bien, vous voyez les quantités de dioxyde de carbone ainsi que de vapeur d'eau. Elle diminue considérablement à mesure que la température de réaction au reformeur augmente. Donc, on doit éviter les températures trop basses dans le reformeur, d'où l'utilisation, entre autres, une des raisons pour lesquelles on va utiliser un chauffage d'appoint, parce que la réaction, comme je l'ai dit, ne peut pas s'entretenir au niveau de température suffisamment. On voit bien les conséquences. Là. Si ça descend trop bas, ben on forme des gaz indésirables dans le gaz de protection à injecter éventuellement dans le four de traitement thermique. Je vous parlais du générateur. Ici, je vous montre une espèce de un petit schéma de fonctionnement. Le générateur, c'est simple. C'est un réacteur. C'est une enceinte une enceinte fermée, hermétique, dans laquelle on va injecter nos deux constituants, nos deux réactifs, en l'occurrence le gaz naturel, méthane, ainsi que l'air, à des proportions qui vont faire en sorte, comme je l'ai expliqué tout à l'heure, d'avoir un minimum de gaz carbonique et de vapeur d'eau. Il y a un mélangeur, il y a une valve qui va permettre l'augmentation de la pression dans le four, un piston. Et ça, on va rentrer ça dans l'enceinte. Et là, l'enceinte, c'est comme un tube, là, une certaine hauteur, un certain diamètre, et qui est rempli de billes de nickel pur. Et là, le gaz, il va circuler là-dedans. Tout ça, c'est chauffé, soit électriquement, soit par une jupe de chauffage dans laquelle on fait brûler un combustible, peu importe. Et la température va être autour de 1000 degrés environ. Donc, et les gaz vont réagir très très rapidement
Les billes de nickel, qu'on appelle les catalyseurs au nickel, qui sont en réalité des billes d'à peu près 1 cm à 2 cm de diamètre, leur raison, c'est que le gaz n'a pas le choix de... Il va circuler, il ne pourra pas rentrer à travers les billes de nickel, bien entendu. Fait que le gaz n'a pas le choix de se former en mince film, donc les deux gaz, et ils vont tout simplement circuler en longeant la surface des billettes de fer. Et la raison, c'est que c'est pour faciliter et augmenter le rythme de la réaction de combustion incomplète entre le gaz naturel et l'air, de manière à très rapidement former les gaz de protection. Donc, c'est un catalyseur. Catalyseur, ça veut dire accélérateur. On utilise le mot catalyseur pour exprimer l'accélération d'une réaction chimique. Donc, les billettes sont là pour créer une intimité entre les gaz réactifs pour former le plus efficacement possible les produits. En l'occurrence, le monoxyde de carbone et l'hydrogène. Ici, c'est une image d'un vrai reformeur. Donc, c'est dans la grande partie bleue que les catalyseurs, en tout cas que la chambre de réaction se situe, avec différents petits équipements juxtaposés autour. Donc, pour finir, les générateurs endothermiques, c'est quand qu'on va devoir les utiliser parce que c'est plus sophistiqué, ça coûte beaucoup plus cher à opérer que d'autres technologies plus rudimentaires. Ben, quand est-ce que ça va être intéressant, les générateurs endothermiques? Ben, euh, lorsqu'on veut absolument contrôler le potentiel carbone, donc ni décarburé ni carburé. Donc, ça prend une qualité de pièce optimum pour assurer, par exemple, une résistance à la fatigue, une résistance à la corrosion, une dureté de surface. Donc, chauffage avant trempe, donc la trempe en tant que telle, pour des aciers plus sophistiqués ou des applications où ça demande un contrôle de qualité dans l'aéronautique, par exemple. Un exemple précis pour lequel on n'a pas le choix d'utiliser les fours endothermiques pour le traitement thermique des pièces, c'est les trains d'atterrissage des avions qui sont fabriqués en acier 4340. Les normes aéronautiques obligent l'utilisation de générateurs de fours endothermiques pour le traitement thermique des trains d'atterrissage. Parce que si le carbone devient trop haut ou trop bas, ça, en surface de l'acier, ça risque d'amener à des ruptures inattendues du train d'atterrissage. Donc, ça va créer des problèmes. Lorsqu'on veut faire de la carbonitruration par adjonction d'ammoniac, donc on va utiliser aussi les générateurs endothermiques dans ces cas-là. Donc, rappelez que les fortes teneurs en monoxyde de carbone et hydrogène, là, 20% monoxyde de carbone, autour de 40% hydrogène, ce sont des atmosphères très réductrices et donc très protectrices pour aussi le recuit des aciers non alliés. Le recours à ce genre d'équipement-là entraîne des procédures de sécurité parce qu'il y a des risques de santé et sécurité associés à l'utilisation des fours endothermiques accompagnés du reformeur. Donc, il faut être conscient qu'on génère des gaz très toxiques. Donc, on parle de 20% de monoxyde de carbone, c'est toxique pour des concentrations dans l'air qui sont beaucoup plus faibles que ça. De l'hydrogène, qui c'est toxique mais aussi inflammable, c'est le cas aussi du monoxyde de carbone. Donc, il ne faut pas qu'il y ait aucune fuite ni au générateur, ni au four de traitement thermique. Il ne faut pas que ces gaz-là aient l'opportunité de sortir à aucun endroit que ce soit pour ne pas contaminer l'atmosphère de l'usine. Mais aussi pour empêcher toute explosion ou incendie, il faut aussi rentrer ces gaz de protection-là d'une certaine façon à des températures minimum, donc 750 degrés C pour ne pas former du monoxyde de carbone et de la vapeur d'eau, pour qu'il y ait de réaction. Il faut aussi souvent purger au préalable le four par un gaz neutre, comme de l'azote par exemple, de manière à pas qu'il y ait de réaction avec l'oxygène déjà présent dans le four qui peut réagir avec le gaz fabriqué de manière précieuse au four endothermique.
À la sortie, j'ai parlé tantôt qu'on assure un renouvellement. Donc, on fait sortir du monoxyde de carbone et de l'hydrogène parce qu'ils se forment progressivement du CO2 de la vapeur d'eau. Donc, il faut assurer un renouvellement. On ne laisse pas sortir le four, l'atmosphère protectrice constituée d'une forte majeure partie de monoxyde de carbone et d'hydrogène comme ça du four à traitement thermique lors du renouvellement. Il est brûlé avant la sortie, à la sortie du four, de manière à être à compléter la combustion de monoxyde de carbone en CO2 et l'hydrogène en vapeur d'eau, qui sont les deux principaux gaz à effet de serre. Donc, faire les traitements thermiques, ça réchauffe la planète, pas uniquement la pièce. Donc, au niveau du générateur, il faut éviter l'introduction d'un excès d'air dans le réacteur qui entraînerait une réaction exothermique et la destruction du générateur aussi. Donc, il ne faut pas en rentrer trop d'oxygène non plus parce que si on rentre trop d'oxygène, la température va grimper parce qu'on commence à être exothermique. Et on risque de faire fondre, par exemple, les catalyseurs au nickel. Et ça prend pour finir une vanne coupe-feu pour empêcher s'il y a une réaction qui se fait de combustion soit dans le réformeur, entre le réformeur, dans les conduites entre le réformeur et le four ou dans le four, ça prend des vannes coupe-feu pour limiter un incendie s'il y a une défectuosité et des réactions indésirables qui peuvent se produire lors des opérations. Et voilà, ça complète. C'était la dernière capsule, donc je vais avoir l'occasion de vous en reparler lors du laboratoire, mais je prévois aussi une capsule de revision éventuellement afin de vous préparer pour l'examen synthèse dont les dates ne sont pas encore connues. Ça devrait ça devrait arriver bientôt. Moi, j'ai pas eu encore l'information comme de quoi que les examens ont été, les dates d'examen ont été fixées. Donc, ça complète. Merci. Tant que je finisse.